Anessa fait partie du collectif interassociatif autour de la naissance. Peut-être que vous pouvez vous préciser cette présentation. Je vous laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, excusez-moi de ne pas être présente. Quand on m'a sollicité, j'avais déjà des engagements pour la journée. Donc, je suis coprésidente d'un collectif d'une vingtaine d'associations de femmes, de parents, donc usagers de la santé, qui toutes interviennent dans le champ de la périnatalité, grosso modo, du désir d'enfant au premier mois avec le bébé. Notre collectif est agréé pour représenter les usagers dans le système de santé et il existe depuis 2003, il fait donc ses 20 ans cette année. Alors, nos associations interviennent localement et puis nous avons aussi des actions qui sont nationales, entre autres tout le travail sur les questions de dépistage et de diagnostic anténatal que nous faisons essentiellement, à part un contact individuel avec des parents qui peuvent nous contacter, bien entendu, mais que nous faisons via notre présence sur un forum du site d'Optissimo qui est consacré aux questions d'amniosynthèse et dépistage et diagnostic anténatal. Alors, nous sommes sur ce forum comme n'importe quel utilisateur, nous n'avons aucun lien avec Optissimo. Et disons qu'on peut représenter sur ce forum ce qu'on appelle par ailleurs des experts profanes, c'est-à-dire que notre objectif, c'est d'apporter une information scientifiquement validée tout en étant dans une posture de parents, de femmes, et donc en mettant en avant tout ce qui peut permettre à ces femmes, à ces couples qui se retrouvent dans une situation angoissante, de reprendre la main sur ce qui leur arrive et d'avoir toutes les cartes en main justement pour pouvoir décider, si besoin, de ce qui leur semble adapté, ajusté comme parcours pour eux, pour leur bébé, en accord avec leur questionnement, leurs doutes, leurs valeurs et leurs objectifs. Donc, sur ce forum, la majorité des questionnements tournent plutôt autour des questions de dépistage des aneuploïdies, bien entendu le dépistage à trisomie 21 et avec toutes les extensions autour du dépistage non invasif. Je ferai d'ailleurs un petit parallèle avec le dépistage non invasif par rapport au CMV. Vous verrez pourquoi ensuite, je pense que sur les questions d'information, on a des choses qui sont très communes. Et puis, ensuite, les parents arrivent via des anomalies échographiques. Et là, c'est parfois une occasion, enfin assez régulièrement une occasion de parler du CMV lorsque une amniosynthèse est proposée qu'on a un bilan infectieux. Et puis enfin, les parents arrivent par rapport, les femmes essentiellement, à quelques pères et de plus en plus qui viennent, arrivent via ces questions de sérologie CMV qui peuvent être donc proposées. Alors, même si Madame Abiola a présenté effectivement ce qui est en train de monter, c'est-à-dire un parcours qui serait plutôt cadré, ce que nous constatons, c'est que ces parcours sont hétérogènes, même chez ceux qui prônent le dépistage systématique. On n'a pas du tout cette ligne bien tracée. Donc ça, on va l'aborder ensemble. Et donc, mon idée n'est pas tant de me demander s'il faut ou pas dépister. Moi, je constate les faits, je constate les questionnements des parents, je constate aussi les postures multiples des soignants et des professionnels, puisque en tant que représentant d'usagers, ne serait-ce que sur mon réseau, mais intervenant soit dans des formations pour professionnels, dans des congrès, dans des journées d'échanges de réseaux de santé périnatale, etc., je ne peux que constater les différences de position
Et c'est plutôt cet angle-là qui m'a semblé important de mettre en avant, c'est-à-dire vraiment la question des parcours et de l'information, reçue ou pas d'ailleurs à ce propos. Et alors, pendant que je préparais cette intervention, il y a eu des échanges justement sur ce sujet sur le forum. Donc je vais vous lire 3 témoignages qui me semblent vraiment tout à fait résumer de façon très claire les questionnements actuels. Donc c'est une dame qui vient sur le forum sur cette question du CMP et je vous ai sélectionné deux réponses de femmes qui ont discuté avec cette femme. Donc c'est Madame G, elle est enceinte de son 3e enfant, elle est à 12 semaines d'aménorrhée plus 5 et elle vient donc de recevoir ses sérologies du CMV. Elle est dans un parcours où on dépiste systématiquement au premier trimestre. Elle a des IgG positives et des IgM qui sont en cours d'analyse. Et elle sait juste qu'elle a dû contracter le CMV autour d'une période qu'on lui donne de 2 mois, mais c'est assez flou et ce que lui a dit le laboratoire ne correspond pas déjà tout à fait à ce que lui a dit l'analyse qu'en fait son médecin. Et donc elle nous dit cela. Ayant eu 2 enfants à bas de cette grossesse, j'ai toujours eu l'impression que le dépistage du CMV et sa prise en charge pendant la grossesse était au bon vouloir du médecin, selon ses convictions. Peut-être est-ce une fausse idée. En 2017, pour la première grossesse, on m'a refusé la sérologie, car aucun traitement n'existe et que cela était plus anxiogène qu'autre chose. Mais moi, je travaillais avec des jeunes enfants. En 2019, j'ai eu une sérologie en début en fin de grossesse pour voir si un suivi auditif serait à mettre en place, mais seulement parce que je travaillais avec de jeunes enfants. Tous les médecins dans ma clinique ne le faisaient pas. Pas besoin de sérologie entre le 1er et le 3e trimestre, m'a-t-on dit, puisque les signes visibles se voient aux principales échographies. J'avais été informée des mesures de prévention par mes collègues et par la médecine du travail, mais pas pendant mon suivi de grossesse. Cette fois-ci, je suis suivie dans un centre hospitalier public et tout le monde doit faire la prise de sang au premier trimestre, et pourtant ce n'est pas toujours recommandé. On m'a dit qu'il y avait maintenant un traitement si j'étais infectée. J'ai des questions. Est-ce qu'il existe un consensus aujourd'hui sur le parcours proposé? Est-ce que ça dépend des médecins? J'habite à côté de la frontière belge et on voit que chez eux c'est encore différent. Par exemple, les professionnels de la petite enfance comme moi sont écartés de leur travail dès le début de la grossesse, alors qu'ici, on est nombreuses à devoir réclamer par nous-mêmes le dépistage. Donc ça, c'est Madame G. Et puis, Madame A lui répond. Moi, j'ai su que j'avais été infectée par le CMV pour ma 3e parce qu'ils m'ont fait une amyosynthèse à 34 semaines. Après, j'ai eu une écho poussée au dalle et à la naissance de ma puce, ils lui ont fait des analyses d'urine. Fort heureusement, elles étaient négatives. Là maintenant, c'est ma 4e grossesse et je n'ai pas de dépistage du CMV. On ne l'avait jamais fait faire pour les 2 premiers. Pourtant, les 4 grossesses sont très rapprochées. Et encore, ils ont fait l'analyse pour ma fille par l'amio parce qu'elle a T2, elle avait cassé sa coupe de poids et c'était dans le protocole de faire le CMV. Et ensuite, Madame S qui dit, eh bien moi j'ai eu mon rendez-vous hier avec mon gynécologue, je suis à 37 LSA, lui il fait une prise de sang pour le CMV à 26 LSA, elle était négative pour moi, puis à 36. Il m'a annoncé que la prise de sang révèle une probable positivité à cette infection, je dois faire une 2e prise de sang pour confirmer. Le gynécologue s'est montré plutôt rassurant, parlant de risque minime de troubles auditifs. De toute façon, il faudra attendre la naissance pour réaliser les examens sur le bébé. Et pourtant, je vois que d'autres ont un parcours avec plusieurs examens s'il y a infection. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il en est? Donc, on voit là, en 3 petits témoignages, l'hétérogénéité des parcours chez des femmes qui ont eu des grossesses qui sont plutôt rapprochées. On ne remonte pas à 10 ans en arrière, on remonte au plus à 2017. Elle signale, et bon, je ne vous ai pas mis toute la discussion, mais en fait il y avait aussi toute une discussion sur les mesures de prévention, et on voit que la plupart, sauf cette dame qui travaillait en petite enfance, n'avaient vraiment d'informations. Elles avaient plutôt de l'information par des amis, en lisant Internet, il n'y avait rien de très systématique, alors que des documents existent et sont disponibles. Ils ont été élaborés déjà par des associations, enfin, il y a de la documentation, mais qui n'est pas forcément donnée. Et même quand l'information est donnée de façon orale sur les mesures de prévention, très souvent, elle n'est pas très précise et elle peut être confondue avec d'autres mesures de prévention.
ça noie un petit peu les choses. Certaines femmes disent aussi que quand elles ont des très jeunes enfants, il y a des mesures de prévention qui sont faciles à appliquer, comme se laver les mains effectivement après un change, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à appliquer, comme par exemple ne pas avoir de contact avec les larmes de son bébé, parce que quand on prend un bébé dans les bras ou un enfant dans les bras et qu'il pleure, c'est quand même difficile de rester à distance de l'enfant. Voilà. On voit un sujet qui, alors qu'effectivement, comme l'a dit Madame Abiola, voit une avancée scientifique manifeste, reste dans les faits d'une certaine manière le pouvoir de chacun, puisque même chez les tenants du dépistage, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout, comme le présentait Madame Abiola, sur ce dépistage systématique au premier trimestre. Il y a des lieux où on le fait, il y a des lieux où on fait au contraire une prise de sang au deuxième trimestre et une enfin. Ce qui peut être aussi lié au fait que les femmes arrivent dans leur lieu de suivi de maternité tardivement, et que peut-être que ce gynécologue lui fait une prise de sang à 26 semaines et puis à 36, tout simplement parce qu'il ne voit pas les femmes au premier trimestre. Et il ne faut pas oublier que le suivi de grossesse chez beaucoup de femmes est très morcelé, et qu'il l'est d'autant plus qu'il y a très peu de femmes qui sont suivies dans leur maternité du début à la fin de la grossesse. Même d'ailleurs chez les femmes qui accouchent en structure privée, elles commencent souvent par un médecin traitant, une sage-femme libérale, ou éventuellement un gynécologue médical, avant de passer sur la structure d'accouchement. Et là, on a une multiplicité de connaissances chez les soignants de cette question, et même, une fois la connaissance acquise, de choix de pratique. En parallèle, effectivement, vous l'avez souligné, il y a une évolution de la science qui semble très importante, puisque M. Ville, j'ai retrouvé un article où il disait qu'il fallait dépister les cytomégalovirus au premier trimestre pour transformer le risque en opportunité. Et effectivement, tous les articles d'ailleurs qui sont sortis proviennent très majoritairement de l'équipe de Necker. Il commence à y avoir des articles d'autres équipes qui rejoignent l'équipe de Necker, mais c'était très majoritairement Necker qui présentait ce dépistage et l'intérêt de ce dépistage. Necker fait aussi un travail pour voir si on ne pourrait pas faire plutôt des prélèvements au premier trimestre, et qui aurait un intérêt fort dans ce cas-là, parce qu'ils éviteraient cette attente dont a parlé Madame Abiola, d'attendre un délai de présence dans le liquide amniotique valide via les urines du bébé des calculs de synthèse. Mais de l'autre côté, pour travailler avec des professionnels, par exemple dans les réseaux de santé périnatale, on a des professionnels qui disent bon, le traitement antiviral, effectivement, il n'a pas présenté manifestement d'effets secondaires sur les données. Cela dit, les études sont des études de niveau de preuve qui ne sont pas forcément très élevés. Il y a une cohorte israélienne qui est sur 100 femmes et qui fait un traitement avec de l'antiviral et un traitement avec un placebo, mais c'est difficile à reproduire. Il y a effectivement l'acceptabilité par les femmes. Alors, il y a l'acceptabilité de prendre 16 comprimés, mais il y a aussi les effets secondaires possibles chez les femmes. Enfin, c'est quand même un traitement antiviral. Il y a des effets secondaires qui peuvent être quotidiens. Alors, il y a des femmes qui le supportent très bien, il y a des femmes chez qui ça provoque des nausées, des vomissements, des tas d'effets secondaires. Il y a quand même quelques cas d'effets secondaires neurologiques. Donc, on peut quand même pas dire que c'est juste comme boire une tisane, hein, et encore certaines tisanes peuvent avoir des effets secondaires aussi. Donc, cette question-là est peu abordée. Et on voit que, par exemple, dans certains réseaux de santé périnatale, on ne prend pas du tout le dépistage du CMV pour l'instant. On s'en tient aux recommandations qui existent. Mais par contre, en cas de bilan auditif qui ne serait pas bon chez ces nouveau-nés, là, on ferait une recherche du CMV si les parents le souhaitent.
Au milieu de tout ça, et de ce parcours que vous comprenez très divers, qu'est-ce qui se passe du côté des parents? Alors, déjà, les soignants ont très fortement tendance à oublier, alors même s'ils mettent en avant le fait que les gens vont trop sur Internet et qu'ils cherchent trop des informations ailleurs, et que ces informations ne seraient pas toujours bien bonnes, mais ils ont aussi tendance à oublier dans l'information qu'ils transmettent que justement, les gens aujourd'hui ont accès à des canaux d'information différents, ne serait-ce que par leurs proches, sans même aller chercher sur Internet. Les familles aujourd'hui sont souvent géographiquement dispersées, et puis dans une même région, même dans une même zone, surtout si on est en ville, on n'accouche pas forcément au même endroit, et que les femmes sont confrontées à une réalité de cette hétérogénéité. Ce qui pose question, si vous voulez, parce que spontanément, les gens imaginent que la science produit une certaine rationalité dans les démarches et produit justement une certaine uniformité. Or là, ne serait-ce que dans une zone où je suis actuellement, dans une autre zone, la mienne, je sais très bien que d'une maternité à l'autre, les femmes n'ont pas du tout les mêmes propositions. Je parle d'ailleurs de propositions, encore faudrait-il qu'il y ait vraiment de propositions. Dans certains cas, et même quand il y a des dépistages systématiques, le CLP il fait partie des analyses que l'on doit faire et qui sont faites de façon très systématique et de l'information venant souvent a posteriori. Et c'est-à-dire que les femmes font des prises de sang régulières, elles font ce CRP et elles sont informées des conséquences et du parcours éventuel qu'à posteriori si elles deviennent positives. Alors on se dit, bon, bien sûr, ça ne va pas inquiéter toutes les autres. Le problème, c'est que très souvent, elles se retrouvent après avec des questionnements qui sont des questionnements extrêmement importants, puisqu'on est face à beaucoup d'incertitudes, face à des parcours très variables, alors même qu'elles n'ont pas pu préciser au préalable si elles voulaient être exposées à ces parcours complexes. On voit aussi que Mme Abiola a précisé que une fois l'infection avérée, le parcours était assez tracé. Je dirais oui quand l'infection est repérée précocement. Effectivement, dans ces cas-là, la plupart du temps, les femmes font un suivi échographique. Alors, tous les 15 jours, peut-être dans certains centres, ce n'est pas le cas partout. En tout cas, elles sont souvent orientées vers des diagnostics, des services de diagnostic antinatal. Alors, oui, une échographie tous les 15 jours, quand elles sont à proximité d'un échographiste qui est un échographiste référent, ce n'est pas le cas quand ces femmes sont à distance des hôpitaux et où elles doivent faire des longues distances. Je pense à certaines zones géographiques en France où se rendre tous les 15 jours au CHU peut être tout à fait compliqué. Et puis, même dans le cas d'une infection précoce, on a des femmes qui vont avoir un suivi certes renforcé, mais pas aussi poussé que ce que vous disiez. Et puis, par exemple, pour la première dame, Madame G, qui venait d'apprendre qu'elle avait des IgG positifs et qu'on attendait de voir les IgM, ces IgM se sont révélés effectivement positifs. Et quelle a été la proposition du parcours, c'est qu'on allait la mettre en traitement antiviral, qu'on attendrait pour faire la myosynthèse, mais que si la myosynthèse se révélait négative, on arrêterait le traitement parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de risque. Alors on sait qu'il y a d'autres équipes qui vont quand même poursuivre le traitement. Et donc là aussi, on voit qu'on est sur des parcours, même sur les cas qui semblent les plus consensuels, qui ne sont pas tout à fait ce qu'on imagine. Et donc ma question, c'est quelle est l'information qui peut être délivrée aux femmes dans un contexte d'hétérogénéité comme ce qu'on constate aujourd'hui, quand on sait qu'on n'a déjà pas une information satisfaisante sur la prévention. Or, d'expérience, et je le vois par exemple avec les questions de dépistage non invasif des anomalies chromosomiques, quand il n'y a pas d'information en amont et qu'on récupère, je dirais, l'information en cours de parcours,
toujours une situation qui est plus compliquée. Je donnerai le parallèle avec les dépistages non invasifs de 2021. Des femmes rentrent dans le parcours de dépistage de la trisomie de façon un peu automatique, puis se retrouvent avec un risque intermédiaire. On propose le dépistage non invasif de la trisomie 21 à des femmes qui ont un risque avéré jusqu'à 1 sur 1000. Ces femmes ne se sont pas vraiment posé de questions sur ce dépistage non invasif. On propose un dépistage qui peut être maintenant élargi. Les femmes se retrouvent, alors qu'elles pensaient faire un dépistage de la trisomie 21, avec des propositions pour rechercher des anomalies extrêmement rares, de petite taille, et elles peuvent potentiellement se retrouver avec un dépistage non invasif positif à une trisomie 9, ou des choses qui sont extrêmement rares qu'elles n'avaient même pas envisagées. Et là, récupérer l'information a posteriori devient très difficile quand de toute façon ce qui va être proposé, c'est qu'il y a une suspicion de maladie chromosomique, il faut faire de la synthèse. Le temps se raccourcit énormément et du coup, comprendre un parcours, comprendre où on en est devient très compliqué. C'est pareil pour le CNP. Quand on fait déjà très peu d'informations sur la prévention, quand une femme fait des prises de sang sans trop réfléchir, elle se retrouve avec des IgG, des IgM positifs, et qu'elle apprend là tout d'un coup qu'en fait cette prise de sang qu'elle avait faite, c'était pour repérer une maladie potentiellement dangereuse, mais cela dit sur un tout petit nombre de cas pour lesquels il y a un traitement mais qui n'est pas vraiment validé tout à fait par tout le monde, il va falloir qu'elle attende quelques semaines. Enfin, vous voyez, on est dans une espèce de temporalité du parcours qui ne correspond pas à la temporalité des besoins des femmes enceintes et des pères, des familles même, puisque c'est souvent vraiment des fractions très fortes. Tout va bien entendu passer par la capacité des soignants en contact avec ces femmes à donner des informations objectives sans pour autant, à la fois donc, ni cacher les informations sans pour autant donner un tableau dramatique. Et en même temps, on s'aperçoit que là, si on fait reposer l'information uniquement sur les compétences du soignant personnel, alors là, on est encore plus sûr d'avoir un parcours hétérogène parce que tout le monde n'a pas la même manière de communiquer, de s'ajuster à son interlocuteur et c'est pas inné chez le soignant, pas plus que chez n'importe qui. Donc, plutôt que de se demander faut-il ou pas dépister, eh bien, comme toutes les évolutions qui touchent ce point vraiment délicat de la grossesse et de la projection sur l'enfant et de la décision éventuelle des parents sur l'avenir, le devenir de l'enfant, il faudrait toujours réfléchir à l'information. Or, en fait, actuellement, c'est vraiment le parent pauvre, non pas qu'il n'y ait pas des documents d'information, mais d'une part, ils ne sont pas toujours rédigés en collaboration avec les parents. D'autre part, les soignants eux-mêmes ne s'en emparent pas. Ils ne s'en emparent pas peut-être parce qu'ils pensent être en compétence à donner une information ajustée à tous leurs patients. On s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'ils ont leur propre subjectivité, on le voit dans ces parcours très variés, subjectivité qui est peut-être liée aussi à l'organisation auquel ils se confrontent, des femmes qui arrivent tardivement, comme je vous l'ai dit, des femmes avec des connaissances extrêmement variées. Et donc, pour nous, le gros problème actuellement, c'est de réfléchir plutôt de se demander vers quel dépistage aller, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut dire aux parents et qu'est-ce que les parents ont besoin d'entendre. Il n'y aura pas une élaboration de l'information qui se fera conjointement avec les femmes, les couples, quelles que soient les avancées de la science, je dirais, vu les incertitudes autour même de cette maladie du galovirus, on sera de toute façon dans des dilemme cornélien pour les parents, cornélien non pas seulement à cause des incertitudes liées à la maladie, mais tout simplement liées au fait qu'ils n'ont pas les cartes nécessaires pour prendre leur décision. Voilà. J'espère que ça va. Donc la conclusion en tout cas est assez claire dans votre propos. Vous reformulez la question de la table ronde finalement et vous recentrez le débat sur l'information. Et bien sûr, merci pour ce tour très complet de la question.
du point de vue de l'expérience des femmes. C'était très précieux. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des précisions, peut-être une réaction des intervenantes ou Lucille Abiola? Moi, je suis tout à fait d'accord. Ce que j'ai présenté, c'est pas le monde idéal, mais c'est effectivement des femmes qui ont accès à ce parcours de soins par des équipes qui sont habituées à cette question. Mais dans la réalité, l'accès aux soins, les inégalités d'accès aux soins complexifient encore plus cette question du dépistage sérologique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'avais une petite question. Non, allez-y. Juste une remarque. Je répéterai si besoin. D'accord. Juste une remarque. Moi, étant aussi sage-femme, je voulais juste rappeler qu'une consultation de suivi de grossesse doit durer 15 minutes. Il faut parler de l'information, mais il n'y a pas que le CLV. Et donc, et en plus, il faut regarder les examens médicaux et faire tout l'examen médical. Donc, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu le chat qui se mord la queue. Donnons-nous plus de moyens et on fera de la meilleure médecine. Donc déjà, si on pouvait avoir 30 minutes pour consulter, on pourrait mieux informer. Voilà. Et effectivement, nous, les patients qui, hors recommandation, sont dépistés, c'est des patients qui viennent, qui font le choix de venir en consultation CODEP, des consultations de dépistage très précoces avant leur échographie du premier trimestre, et où ces questions sont abordées par des gens, des personnes du diagnostic anténatal. Mais les personnes qui sont suivies en libéral, c'est quasiment impossible. On est bien d'accord, entre la santé environnementale, la santé psychique, etc., c'est compliqué. Moi, je parle de l'hôpital. Alors, l'hôpital, assistance publique. Pour apporter un complément d'information, quand nous avons participé aux recommandations à la Haute Autorité de Santé sur l'intégration du dépistage non invasif de la trisomie 21, et on a fait la même chose quand on a été auditionné par le Conseil de santé publique, ce que nous avions demandé, c'est qu'on se calque, vu l'évolution et la complexité des évolutions en matière de dépistage et de diagnostic anténatal, qu'on se calque sur des pays qui ont créé une consultation d'information sur le parcours de grossesse. On peut le voir par exemple aux Pays-Bas, où il y a une consultation qui n'est pas forcément faite d'ailleurs par la sage-femme ou par un médecin, qui est faite par des personnes, parfois dans certains grands centres c'est des infirmières, un peu comme on voit des infirmières qui accompagnent une maladie chronique, et qui informent sur le parcours de grossesse avec un objectif, c'est de décrire tout ce qui peut être proposé et de demander aux gens de se positionner. Donc on fait ça précocement dans la grossesse et cela permet aussi aux personnes qui suivent la grossesse d'avoir une certaine tranquillité et que l'information soit faite de façon plus standardisée. Ça était vraiment considéré comme impossible dans notre système. Ça rajouterait de toute façon beaucoup de consultations, on manque de professionnels de santé, c'est hors de question, et de toute façon on ne pourrait pas les faire faire par qui que ce soit d'autre que par des médecins ou des sages-femmes dont on ne peut pas charger plus l'agenda. Mais en même temps, il y a quelque chose de complètement surréaliste, pour avoir participé, mes collègues aussi, à beaucoup de groupes de recommandations, soit à la Haute Autorité de Santé, soit dans les sociétés savantes, à effectivement, comme vient de le dire madame, vouloir faire rentrer dans des consultations qui ne s'étirent pas une multiplicité d'informations extrêmement complexes. Sur les questions de diagnostic non invasif des situations d'aneuploïdie, vous vous retrouvez à informer sur des anomalies qui sont rarissimes, qui sont déjà techniquement très compliquées à comprendre pour le soignant lui-même. C'est juste impossible, effectivement, dans le contexte actuel. Quelqu'un a une question? Sinon, Vincent ou moi, on aurait éventuellement une question. Tu veux y aller ou... Vous avez commencé à répondre en quelque sorte à celle que j'allais vous poser. Je me demandais si on avait des exemples de pays justement avec des parcours, qui avaient réussi à instaurer des parcours plus homogènes. Alors, plus homogène, je ne sais pas. En tout cas, on a l'exemple de pays qui
déjà antérieurement sur d'autres questions d'information, ont eu une démarche tout à fait différente de la France. Vraiment en matière d'information dans le parcours de grossesse, on ne peut pas dire qu'on soit en tête du peloton. Hein. Et nous travaillons beaucoup sur la question du droit du patient et l'information complète et loyale est au cœur du dispositif du droit du patient. Or, en fait, dans notre cas, on se retrouve la plupart du temps avec des informations qui sont faites sans tenir compte de pourquoi on fait une information. Si l'information elle est faite pour faire adhérer les femmes à un scénario qui est préférentiel pour le soignant, on aura forcément des distorsions après dans le parcours, dans le vécu des femmes. Mais ça, c'était déjà vrai, pour le dépistage de la trisomie 21, c'était déjà vrai pour d'autres types de dépistage, et on n'a pas attendu le CMV pour être en difficulté, mais les soignants eux-mêmes le constatent sur les questions d'information. Mais justement, moi, la question que je voulais poser est un peu liée à ça, parce que vous dites que l'information est hétérogène, et puis il y avait le témoignage de cette femme qui disait qu'elle était transmise un peu au bon vouloir du médecin. Mais la question que je me pose, c'est supposons que la question des moyens, du temps soit résolue. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une variabilité des médecins eux-mêmes qui est irréductible, qui est liée à des convictions personnelles qu'on ne peut pas vraiment éliminer? Et je me demande, dans ces conditions, si l'alternative à cette hétérogénéité, ce n'est pas tout simplement le dépistage, c'est-à-dire qu'au moins avec le dépistage, enfin je ne défends pas forcément le dépistage ici, hein, mais est-ce qu'il y a un juste milieu entre la situation actuelle et le dépistage? Est-ce qu'on peut espérer que les médecins accordent leur violon et voilà, partagent les mêmes convictions? Enfin, on sait très bien qu'il y a une grande hétérogénéité de valeurs, de convictions personnelles parmi les médecins. Certains considèrent qu'ils ne vont pas angoisser pour rien les femmes et considèrent que c'est éthique de fonctionner comme ça. Donc, je me demande s'il y a un juste milieu entre les deux, en fait. C'est un peu la question que je me pose. Alors, je pense que déjà, considérer que le dépistage, que introduire un parcours technique, quel qu'il soit, parcours technique commun, obligatoire, ou en tout cas systématiquement proposé, obligatoire dans la proposition, bien sûr, il n'y a pas d'examen de grossesse obligatoire, mais obligatoire dans la proposition, va impliquer une homogénéisation de l'information. Non, on le voit avec le dépistage de la trisomie 21, qui existe dans sa forme actuelle, pour ce qui est le dépistage combiné depuis le premier trimestre depuis plus de 10 ans, et l'information a très peu évolué. Elle a commencé à évoluer quand le dépistage non invasif est arrivé, parce qu'il a lancé des enjeux qui dépassaient les soignants, que l'information arrivait par le canal des industriels et pas du tout par le canal habituel, et que là, il y a eu une espèce de réaction, mais là encore, des équipes les plus performantes, qui avaient les capacités, les moyens à élaborer quelque chose d'assez homogène, ou par des soignants individuels qui se sentaient justement heurtés dans leurs propres valeurs, mais on reste encore avec une information qui est extrêmement partielle, alors même que le dépistage de la trisomie 21, c'est quasiment le socle du dépistage anténatal en France avec les échographies, et qu'il y a la femme qui est échappée. Je pense que tant qu'on ne réfléchira pas à l'information en tant qu'outil de soin, en tant que pilier incontournable,
n'a pas réfléchi aux enjeux de l'information. Et à quoi sert l'information et pourquoi on la délivre. Il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, mais ça c'est pas répandu. Et donc du coup, je suis même pas sûre que mettre un dépistage obligatoire va régler les choses, parce qu'on aura des gens qui certes, proposeront systématiquement le dépistage puisque ce sera obligatoire, sinon ils seront en tort, mais après ils pourront avoir le discours qu'ils veulent sur la suite. Et c'est la suite qui pose problème. Ok, ben, je vous remercie, c'est très clair et c'est assez passionnant.